Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous accueillir sur ce plateau du dimanche soir avec ce soir mes camarades Aram Faltioun. Bonsoir Aram. Bonsoir. Professeur Ibrahim Ossila. Bonsoir Ibrahim. Bonsoir. Tout à l'heure, en deuxième partie, nous allons recevoir un consultant formateur en gouvernance territoriale qui vient nous parler de son ouvrage intitulé « Si on parlait de chef », Mamadou Sen Niang, ainsi que MASS, qui est producteur audiovisuel, réalisateur et rappeur. Mais tout de suite, nous allons parler d'un think tank citoyen de l'Afrique de l'Ouest, Wati, qui est un laboratoire d'idées participatives et pluridisciplinaire. Il vient de publier son 7e rapport intitulé « Comment améliorer le fonctionnement des systèmes de santé au bénéfice des populations ». Pour nous en parler, nous recevons son fondateur, M. Olakunle Gilles Yabi. Bonsoir, M. Ndiaye. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, M. Yabi. Bonsoir. Comme je viens de le dire, vous êtes le fondateur du think tank Wati. Wati pour West African Think Tank, je pense. Mais comme vous l'avez dit aussi, Wati, je pense que c'est du Bambara. Tout à fait. Oui, c'est un plaisir d'être avec vous et avec les téléspectateurs. Wati s'inspire effectivement d'un terme Bambara qui signifie temps. Et après, j'ai cru comprendre que dans plusieurs autres langues africaines, on avait Watt et l'idée de temps qui, pour nous, signifie que nous devons faire face à des défis importants en Afrique de manière générale, en Afrique de l'Ouest de manière particulière, et qu'on devait avoir un sentiment d'urgence par rapport justement à l'ampleur de ces défis, mais en même temps comprendre que ce qui est vraiment important, ce sont les systèmes, c'est de travailler sur les questions structurelles, que ça prenait du temps. Donc on doit travailler à la fois dans l'urgence, mais aussi dans la longue durée. C'est vrai. Donc c'est ce que vous a donné cette idée de think tank. Je rappelle que vous êtes docteur en économie du développement, et vous, c'est vraiment un think tank qui couvre beaucoup de pays de la CEDEAO, si ce n'est presque tous les pays de la CEDEAO. Et là, vous avez sorti votre 7e rapport. Ça aussi, c'est un mot, je pense, Swahili, vous nommez vos rapports Mataki, pour dire des mesures que vous devrez prendre. Et là, je pense que vous avez été un peu prémonitoire parce que vous avez parlé des problèmes du fonctionnement des systèmes de santé au bénéfice des populations. Oui, absolument. Alors, Mataki, effectivement, c'est un terme Haoussa, qui est en fait la langue la plus parlée dans la région ouest africaine à cause du poids du Nigeria. Mais le Haoussa est parlé dans plusieurs autres pays de la région et c'est vraiment pour signaler notre ancrage dans la région. Nous avons publié ce rapport sur les systèmes de santé fin février. Nous l'avons lancé d'ailleurs ici à Dakar lors d'une conférence de presse. Et c'était au fond au moment où les premiers cas du nouveau coronavirus étaient signalés au Sénégal. C'est totalement par coïncidence parce que nous pensons que les questions de santé, au même titre que les questions d'éducation ou les questions d'institutions politiques, sont des questions qui engagent tous les citoyens. Et que tant qu'on n'aura pas dans nos pays, en Afrique de l'Ouest, une masse critique d'hommes et de femmes qui soient conscients des enjeux, et qui soient capables de se mobiliser pour faire avancer nos pays sur ces différents terrains, on aura du mal. Et donc ce rapport, effectivement, il porte sur l'amélioration des systèmes de santé. Et le message, disons, principal, c'était qu'on devait urgemment les améliorer. Et effectivement, je crois que tout le monde se rend compte aujourd'hui que nos systèmes de santé sont particulièrement fragiles face à cette pandémie du coronavirus. Mais quand même fragiles, mais qui s'en sortent très bien quand même. Parce que je pense que cette pandémie a montré que, peut-être contrairement à ce que les gens pensaient, non seulement nous avons des gens qui sont des personnels de santé qui sont vraiment très compétents, mais qui sont assez organisés quand même. Oui, alors je serais un peu nuancé, c'est-à-dire qu'on a effectivement aujourd'hui, en particulier au Sénégal, on a le sentiment, et je crois que ce sentiment reflète une réalité. D'un certain degré de préparation. On a vu un pays... De compétence en tout cas. Oui, de compétences, en fait, de préparation, de l'existence, par exemple, préalable d'un centre de gestion des urgences sanitaires. Cela a été mis en place après la crise à virus Ebola. Voilà. Et donc, je crois que les pays qui ont fait face à cette crise à virus Ebola ont compris qu'il fallait avoir des dispositifs
peut réactiver facilement lorsqu'on a une nouvelle épidémie. Et je crois que le Sénégal est dans ce cas. On a effectivement aussi des compétences. Je veux dire, dans tous les pays africains, on a des compétences, on a des ressources humaines. Mais la question, c'est celle de leur quantité par rapport à la population que nous avons, celle de leur renouvellement et aussi celle de la disponibilité des matériels. Donc, je crois que jusque-là, l'Afrique s'en sort plutôt bien, mais je crois que ce serait une erreur de proclamer victoire trop tôt, parce qu'on peut être débordé si le nombre de cas arrive à flamber, même ici au Sénégal, malgré l'organisation que nous avons. Si le nombre de cas dépasse un certain seuil, on n'aura simplement plus la capacité de faire face. Mais ce que la crise nous montre aussi, c'est qu'on a eu tendance à confondre médecine et technologie. Ça, je dis souvent, parfois, on voit des gens venir vers nous, comme on est dans un pays où la sociabilité est assez importante. Les gens disent, par exemple, j'ai mon enfant qui est malade et j'ai besoin d'argent pour le soigner. Et ils vous montrent, par exemple, un papier, une ordonnance pour une échographie ou bien une ordonnance pour un scanner et pour des analyses. Et quand vous réfléchissez, vous voyez que ce n'est pas ça qui va soigner l'enfant. On en est encore au stade du diagnostic. Le médecin n'a même pas encore de diagnostic et la femme, elle pense que c'est ça qui va soigner son enfant. Donc, à la fin, on confond un peu technologie et médecine, alors que la médecine, c'est d'abord la clinique. Oui, tout à fait. Je pense même que la médecine, c'est aussi la prévention. Et on le voit à l'occasion de cette crise. Hein, la priorité pour tous les pays africains, c'est de freiner la propagation du virus. C'est la prévention. Parce que justement, lorsqu'on arrive à l'étape du traitement, c'est là où nos systèmes de santé sont faibles. Mais par contre, la prévention, c'est quelque chose qui n'est pas très coûteux. C'est ce qu'un pays comme Cuba a toujours fait. Et Cuba a un système de santé de très, très bonne qualité. Mais les ressources humaines, c'est extrêmement important aussi. Et lorsque vous regardez les ratios... Parce que Cuba aussi, c'est les ressources humaines. C'est le pays où il y a le plus de médecins par population. Absolument. Donc il faut les deux. Il faut des ressources humaines de qualité, mais il faut aussi une organisation, il faut une gestion des hôpitaux et des centres de santé qui soit à la hauteur. Il faut un ensemble de choses. La technologie, c'est utile, évidemment. Lorsque vous avez dans un pays très peu de scanners ou d'IRM et de ce type de matériel, par exemple aujourd'hui les respirateurs qui sont essentiels pour les formes les plus graves de coronavirus, lorsque vous n'en avez pas, disons, un minimum, évidemment, vous allez être très vite débordé. Donc, il y a quand même des cas qui ont besoin de diagnostic de qualité. Le scanner, c'est pas pareil. Là, c'est en amont, là, c'est en aval. Parce qu'on a fait pendant des siècles et des siècles de la médecine sans scanner et sans radio. Oui. Oui, mais je crois que, parce que j'entends beaucoup de choses à l'occasion de cette crise sur les systèmes de santé européens qui ont montré leurs limites, ce qui est vrai. Mais je crois qu'on aurait tort. C'est la médecine moderne qui montre ses limites, en fait. C'est plus même que les systèmes de santé. C'est la médecine moderne. C'est un changement de paradigme. Les gens se disent, mais est-ce que c'est la bonne approche par rapport à... J'ai un avis qui est un tout petit peu à nouveau nuancé, qui n'est pas le mien, qui est celui qui vient de notre analyse des systèmes de santé. Il ne faut pas oublier qu'un pays comme l'Italie, qui connaît le nombre de morts le plus élevé en Europe par rapport à cette crise, que ce sont des personnes essentiellement au-delà de 60, voire de 70 ans. Il ne faut pas oublier que les systèmes de santé en Europe ont quand même permis d'allonger considérablement la durée de vie en bonne santé des populations. Donc je crois qu'on aurait tort de tirer des conclusions très hâtives sur la faillite de ces systèmes de santé. Ces systèmes ont montré leurs limites. Je crois que c'est l'humanité elle-même qui doit être consciente de ses limites, malgré tout ce qu'on peut faire au niveau technologique. Et c'est bien qu'il y ait ce rappel à l'humilité pour tout le monde. En plus, c'est moins la faillite de leur système qui nous intéresse que nous, la fiabilité des nôtres. C'est-à-dire que moi, ce que je reproche toujours aux gens, c'est l'afropessimisme. Se dire, vraiment, si on en est là, c'est parce qu'on a eu de la chance et que, inévitablement, ou nécessairement, comme le disait quelqu'un, ça va s'aggraver et qu'on va tous mourir. C'est-à-dire qu'il faudrait que les gens puissent savoir que la médecine, c'est pas exactement de la technologie simple, c'est pas seulement des façons de se soigner, des remèdes qui sont super sophistiqués. Non, ça peut être autre chose. Les gens peuvent avoir non seulement des prédispositions, mais peuvent avoir aussi des thérapies qui sont les leurs. On n'en parle pas. Je n'ai pas vu, vous n'en avez pas parlé non plus, vous n'en avez pas peut-être effleuré. J'ai vu quelque part un peu de quelqu'un qui a parlé de médecine traditionnelle, c'est vrai, mais on a aussi nos façons
nos façons de nous soigner. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais nous, à Wati, à nouveau, on essaie de regarder aussi les réalités telles qu'elles sont. Je crois que nous ne sommes pas du tout afro-pessimistes, mais nous pensons, nous pensons qu'il est dangereux de ne pas regarder nos réalités en face et de ne pas reconnaître que nous avons énormément de progrès à faire. Et je crois que nous devons penser nos systèmes dans la durée. On n'a pas besoin de les penser par rapport à ce que font les autres, mais on a besoin de les penser en se disant ici au Sénégal, en 10 ans, en 15 ans, en 20 ans, quels sont les progrès qui ont été réalisés. Il y en a qui ont été réalisés, mais je crois qu'on a besoin chaque fois de questionner nos pratiques et de voir par exemple que dans la gestion au quotidien des structures de santé, il y a quand même énormément de marge de manœuvre. Nous avons des parents tous qui ont eu des expériences malheureuses dans les hôpitaux, donc essayons de les corriger. C'est le message de Wati. Avant de passer la parole à mes camarades, j'ai vu aussi des interventions très très intéressantes parce que c'est vrai que votre méthodologie est assez intéressante parce que vous donnez la parole aux spécialistes dans les domaines en question. J'ai vu le professeur Serigne Magaye qui parlait de quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire que de spécialiser un peu plus les infirmiers et voilà, les gens de la santé qui ne sont pas médecins à pouvoir faire certaines pratiques chirurgicales parce que parfois ils sont dans des contrées où on n'a pas de médecins et qui pourraient pouvoir intervenir. Absolument. Le professeur Magaye a d'ailleurs beaucoup aidé dans le travail que nous avons fait. Nous essayons de donner la parole à des spécialistes, mais aussi aux citoyens. Parce qu'à nouveau, on considère que sur toutes ces questions-là, les citoyens aussi font l'expérience des systèmes de santé et peuvent témoigner. Et je crois qu'effectivement, le cas que vous citez est très intéressant parce qu'il est pragmatique. Comment est-ce qu'on fait face au déficit de médecins dans les régions? Ici, au Sénégal, on a quand même, en termes de répartition géographique des personnels de santé, des déséquilibres qui sont très importants. Ils le sont ailleurs également. Et donc, une manière, disons, de combler ces déficits de médecins, ça pourrait être de faire en sorte qu'un certain nombre d'actes puissent être effectivement effectués par des infirmiers, évidemment après une véritable sélection et une formation. Oui, mais ce que ça tient, c'est le pragmatisme. Exactement, c'est-à-dire le travail se fera en amont. Ce sera au niveau de la formation qu'on aura des infirmiers, je pense, beaucoup plus compétents. Aram? Bonjour, monsieur Ali. Bonjour, madame. Alors, avec cette pandémie, il y a eu, au-delà du débat sur les capacités, les incapacités de nos pays, la question de comment procéder pour apporter une aide financière à nos populations et à cibler les personnes qui en ont véritablement besoin. Est-ce que vous avez des solutions chez Wati allant dans ce sens, dans la suggestion de création de dispositifs qui seraient adaptés à nos réalités et à nos besoins spécifiques? Alors, en fait, je voudrais signaler que justement, nous avons publié un rapport sur les systèmes de santé et maintenant, nous avons lancé un nouveau débat justement sur le Covid-19 et les implications pour la région et les réponses qu'on peut y apporter. Donc, c'est un débat en cours et ça veut dire que tous les citoyens, tous les experts peuvent nous envoyer des articles que nous publions sur le site de Wati. Et nous mettons également à la disposition de tout le monde des ressources, c'est-à-dire des documents, des études sur la région, mais aussi sur le reste du monde. Parce que pour nous, il est important de toujours regarder partout. Lorsqu'on cherche des réponses, regarder partout ce qui se fait et s'en inspirer pour les réponses qui sont adaptées à nos situations. Par rapport aux questions économiques et à comment est-ce qu'on préserve, disons, un minimum l'activité économique et donc finalement le quotidien des populations, je crois que vous avez utilisé le mot le plus important, le ciblage. C'est l'une des grandes difficultés. Lorsqu'on veut apporter de l'aide aux populations aujourd'hui, comment est-ce qu'on cible ces populations? Ce n'est pas forcément les plus pauvres, par exemple, du pays qui sont particulièrement affectés. Donc, il faut être capable, avec l'outil statistique existant, d'identifier les secteurs économiques qui sont aujourd'hui quasiment à l'arrêt et savoir que derrière ces secteurs à l'arrêt, vous avez des travailleurs et vous avez des ménages et adapter le ciblage, disons, à ces secteurs. Mais évidemment, vous avez la grande masse de l'informel, comme on dit. Évidemment, c'est beaucoup plus difficile de savoir comment est-ce qu'on cible précisément ceux qui ont besoin le plus urgemment d'assistance, notamment alimentaire. Mais sur ce plan-là, je pense aussi que le Sénégal fait plutôt bien, puisqu'on a déjà un dispositif qui se met en place et on a des annonces qui sont très fortes en termes d'assistance, notamment alimentaire aux populations. Mais je voudrais quand même dire une chose, c'est la durée.
l'incertitude aujourd'hui face au Covid-19, c'est la durée de la crise. On peut tenir pendant quelques semaines, on peut peut-être tenir pendant 2 mois, mais si on n'arrive pas à contenir la crise dans cette durée-là, les implications économiques vont vraiment être désastreuses pour nos pays. On espère qu'on pourra contenir ça. Et du coup, au sortir de la crise du coronavirus, quelles sont pour vous les questions sur lesquelles il sera urgent de se pencher pour préparer, on ne le souhaite pas, un éventuel incident de ce type? Elles sont nombreuses, je ne pourrais pas toutes les citer, mais je pense que toutes les recommandations que nous avons faites dans ce rapport sur les systèmes de santé sont encore plus valables aujourd'hui qu'elles l'étaient hier. Premièrement, la prévention. Deuxièmement, les ressources humaines. C'est la priorité absolue. On peut avoir des technologies, mais si on n'a pas les hommes et les femmes compétents dans les systèmes de santé, on n'y arrivera pas. Et les ratios sont pour l'instant très faibles, même en comparaison avec des pays d'Asie du Sud, par exemple, qui ont des niveaux de revenus pas très élevés. Troisièmement, le financement. Les États se sont engagés en 2001 à allouer 15% de leur budget annuel à la santé. Il y a très peu de pays en Afrique de l'Ouest qui remplissent ce critère. Il y a le Togo, la Sierra Leone qui s'en rapproche. Le Sénégal, par exemple, est encore autour de 8%. Et donc, il y a un effort important en termes d'investissement dans le système de santé, d'investissement public. Il y a la question de la régionalisation. Je crois que c'est très important. Si le Sénégal arrive à contenir la propagation du coronavirus, il faut bien se rendre compte que si les pays voisins n'arrivent pas à le faire, cela diminuera à un moment donné et ça reprendra très vite quand les transports vont reprendre entre les pays de la région. C'est pour ça que l'approche régionale aussi est fondamentale. Il faut que les pays se coordonnent et il faut qu'une organisation que je pense que les téléspectateurs ne connaissent probablement pas beaucoup, l'Organisation ouest-africaine de la santé, qui est basée au Burkina Faso. Cette organisation, il faut qu'elle soit soutenue politiquement, il faut qu'elle soit soutenue par les citoyens, de manière à ce qu'on ait, au fond, une sorte d'OMS à l'échelle régionale qui soit capable de réagir de manière beaucoup plus efficace à ce type de situation. Vraiment. Oui, dernière question. Est-ce que vous avez le sentiment que vos rapports sont lus, que vos suggestions et recommandations sont entendues par les autorités et éventuellement appliqués? Alors, nous avons le sentiment que nos rapports sont de plus en plus lus. Alors, on espère qu'ils vont être aussi maintenant pris en compte par les décideurs. Mais Wati est un think tank citoyen. Je crois que le terme citoyen est extrêmement important pour nous. C'est vraiment l'idée qu'on ne pourra améliorer les politiques publiques que si la société civile s'engage. Et la société civile, ce n'est pas simplement les organisations non gouvernementales, ce n'est pas simplement des associations, ce sont les individus eux-mêmes, quel que soit leur domaine d'expertise, de compétences, qui aient ce sentiment que sur la santé, sur l'éducation, sur l'environnement, sur l'économie, sur la création d'emplois pour les jeunes, sur toutes ces questions qui sont vitales pour notre avenir, il faut que tout le monde s'engage. Et ça veut dire que tout le monde s'informe, que tout le monde contribue à mettre la pression gentiment sur les décideurs. J'aimerais revenir sur la particularité, l'originalité de ce type, je ne sais pas s'il faut l'appeler organisation, club de réflexion ou autre, qui renvoie à la figure savante de l'expert, qui essaie de se placer là où se situent les bonnes questions, on va dire, les bonnes problématiques à soulever. Et on se retrouve avec un expert qui a pour ambition de penser dans la durée, en prenant en compte le temps, les urgences, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et on note en fonction des cultures politiques. Aux États-Unis, par exemple, ces think tanks-là, on voit le rôle. Vous avez des doctorants qui sortent de l'université et qui, au lieu d'aller à l'université pour faire de la recherche, des théories, etc., préfèrent se lancer dans une vie que je vais appeler active, dans une expertise au service du pouvoir. C'est la raison pour laquelle certains les identifient comme étant les voisins de palier du pouvoir. On peut en dire, je pense, autant, parce que je pense que vous travaillez pour la communauté, vous travaillez pour le pouvoir, et donc vous faites des recommandations. Tout à l'heure, vous avez parlé de santé, mais j'imagine que votre action ne se limite pas à la santé. Il y a beaucoup d'autres domaines. Quels sont les autres domaines où vous avez une expertise que vous mettez à la disposition des autorités, on va dire? En fait,
travaillons vraiment sur quasiment toutes les questions cruciales pour l'avenir de l'Afrique de l'Ouest. C'est comme ça qu'on a créé Wati il y a 5 ans. C'était vraiment avec cette ambition de dire que nos défis sont immenses. Lorsqu'on regarde notre démographie, la jeunesse de nos populations, lorsqu'on regarde la situation actuelle et qu'on se projette un tout petit peu dans l'avenir, on a quand même des raisons d'être inquiet, même si on est afro-optimiste, on a des raisons de s'inquiéter. Et je crois que ce que Wati essaie de faire, c'est de mettre justement sur la table les questions. Nous n'apportons pas nécessairement nous-mêmes des réponses. Les experts ne sont pas seulement dans la petite équipe de Wati. Les experts, c'est finalement tous ceux à qui on donne la parole, on donne l'occasion de s'exprimer à travers des articles, mais aussi à travers maintenant de plus en plus de vidéos. Nous réalisons des entretiens vidéo, même des podcasts avec dans les régions sénégalaises. L'idée, c'est de dire la connaissance, c'est très important. Et tous les savoirs sont très importants, y compris les savoirs traditionnels, que nous ne négligeons pas. Tous les savoirs se valent. Ce qui est important, c'est qu'il y ait cette intelligence collective qui se met en place et nous insistons beaucoup sur l'aspect régional. Ne restons pas simplement chacun sur ce qui se passe dans nos pays respectifs. Il est très important de comprendre en Afrique de l'Ouest que l'avenir de la région dépend par exemple du Nigeria. Combien de personnes s'intéressent par exemple au Sénégal ou au Bénin réellement de manière profonde aux dynamiques démographiques, économiques, sociales, technologiques dans un pays comme le Nigeria. Donc on essaie de créer ce bouillonnement un peu intellectuel, mais un bouillonnement intellectuel à nouveau ouvert à tout le monde. Oui, mais est-ce que, oui, vous avez parfaitement raison, il y a cette intelligence à mettre au service de, on va dire, j'ose pas utiliser le mot futurologue ou vous n'êtes pas des futurologues ou je sais pas, voilà. Vous partez sur une analyse concrète. Maintenant, il y a un phénomène qui peut survenir, c'est ce qu'on pourrait appeler l'imprévisibilité des événements, la brutalité des événements qui viennent bousculer tout. Personne n'attendait le virus. Je ne devrais même pas dire personne. Il se trouve que peut-être des gens avaient réfléchi en disant attention, il se pourrait un jour qu'on soit confronté à un virus, à un phénomène, sans l'appeler peut-être virus, qui pourrait nous malmener, qui pourrait nous ôter toutes nos certitudes. Et que, est-ce que finalement, vous n'avez pas ce souci-là, ce problème-là, de gestion du temps, de l'urgence, de la durée, mais confronté à cette imprévisibilité de l'histoire, des événements qui, avec une telle brutalité, viennent remettre en cause nos certitudes? Oui, alors je répondrai avec 2 éléments. Le premier, c'est qu'effectivement, disons, on ne peut pas dire que personne ne l'ait prévu. On ne savait pas à quel moment il viendrait, mais il y a beaucoup de spécialistes qui ont indiqué que la principale menace pour l'humanité, ça pourrait être un prochain virus qui mettrait justement à mal l'ensemble de l'humanité, y compris l'économie. Je crois que Bill Gates, d'ailleurs, fait partie de ceux qui l'avaient dit il y a quelques années, le fondateur de Microsoft. Mais j'écoutais dernièrement un entretien que nous avons réalisé avec un chercheur burkinabé l'année dernière à Wati, qui est sur le site de Wati, qui nous disait que les contacts de plus en plus importants entre les hommes et les animaux étaient vecteurs de risques de plus en plus importants d'épidémies. Et ça, c'était avant, à nouveau, cette pandémie. Donc, je crois qu'on voyait bien... C'était le cas depuis. La peste, c'est les rats. Ebola, exactement. Donc, ça, c'est le premier élément. Mais le deuxième élément qui me semble être important, c'est que même lorsqu'on a des événements imprévisibles, lorsqu'on regarde ensuite la réponse, il vaut mieux être quand même préparé. Il vaut mieux avoir un système d'éducation à peu près qui se tienne. Il vaut mieux avoir investi dans la recherche scientifique. Il vaut mieux avoir un système de santé déjà préparé. Donc, le fait qu'on ait des événements imprévisibles, je crois, ne change rien à la nécessité pour nous, en particulier en Afrique, de penser système, de penser réforme structurelle de manière à être beaucoup plus fort, capable de prévoir, mais il y a des événements que personne ne réussit à prévoir, mais capable de réagir surtout. Et je crois qu'il y a toujours, à nouveau, un impératif de travailler d'abord sur ces questions structurelles. Donc, c'est vrai que l'ouvrage, votre rapport est assez dense, un rapport de 40 et quelques pages. Aram le disait tout à l'heure, je ne sais pas si vous prévoyez de le soumettre directement aux autorités. Comment ça fonctionne après? Parce que c'est bien de la méthodologie, comme je disais, elle est excellente. Mais après, quels sont ce que vous attendez de ça? Alors, c'est une excellente question sur laquelle on discute toujours beaucoup en interne. Comment est-ce qu'on fait une fois qu'on a mis des recommandations sur la table pour qu'elles atteignent les décideurs? Et c'est vrai qu'elle est difficile. C'est vraiment le pan le plus difficile sur lequel on a besoin en fait du soutien de tout le monde, des citoyens, justement, d'autres organisations qui vont cette fois-ci faire le plaidoyer. Nous n'avons pas la capacité vraiment de faire un plaidoyer important, mais on soumet
tous nos rapports sont sur Internet, donc c'est un accès libre. Donc tout le monde peut ensuite, y compris les médias, nous aider à le faire savoir. Mais concernant la santé, absolument. Mais concernant la santé, on a aussi, on a invité le ministère de la Santé et ils ont le rapport et évidemment ils sont un peu débordés en ce moment, absolument, on le comprend. Mais on va sans doute avoir une rencontre permettant de présenter vraiment à toutes les autorités sanitaires au Sénégal ce rapport et de faire un peu, d'avoir la même approche pour les autres pays de la région. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'open l'open government, c'est-à-dire comment la science, l'expertise peut être au service des gouvernements. Tout à fait. C'est un concept qui a été développé il y a quelques années et il y a beaucoup de pays qui ont adhéré, où les gouvernements se sont dit on ne doit plus gouverner sans tenir compte de l'expertise que peut devenir de la science, de ces clubs de réflexion, etc. Et il faut les consulter parce qu'ils ont trouvé qu'il y a beaucoup de partage, beaucoup de connaissances qui ne se partagent pas. Et ça reste un problème. Dans nos universités, il y a énormément de thèses, énormément d'articles scientifiques, énormément de théories qui dorment dans les librairies, dans les pots. Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ce savoir? Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le virus, on a attendu peut-être que le mal advienne pour que les gens se lèvent. Il y a un élan volontariste qui se manifeste et tout le monde veut bien faire. Mais la question qu'on se pose, c'est que est-ce qu'en amont, ce que vous faites déjà, il ne faut pas réfléchir, s'engager déjà, proposer une expertise, ne pas se taire, parler, échanger, discuter, proposer. Est-ce que ce n'est pas ça l'enjeu, au lieu d'attendre que le mal advienne, pour qu'on voit partout un élan volontariste énorme? Absolument, vous avez évoqué l'OpenGov, qui est une initiative internationale, qui est très intéressante. Mais c'est vrai que par rapport à ces initiatives internationales, personnellement, je me pose toujours la question, est-ce qu'on a besoin d'attendre une initiative internationale pour comprendre que le lien entre les gouvernés et les gouvernants doit changer dans nos pays? Et je pense que vous avez souligné le milieu de la recherche dans les universités. Je crois que c'est aussi la responsabilité des chercheurs dans nos pays d'écrire, par exemple, pour le grand public. Ils le font très peu. Ils le font de plus en plus. Ici au Sénégal, justement, à l'occasion de cette pandémie, quasiment tous les jours, il y a des articles très bien écrits, très documentés, qui sont produits. Mais ce n'est pas le cas de manière permanente. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est encouragé. Mais de manière générale, c'est encourager l'envie de savoir au sein des populations, en particulier de notre jeunesse. C'est extrêmement important qu'au niveau des étudiants aussi, il y ait cette envie de s'informer. Avant de prendre position sur une question, de faire quand même un minimum déjà de travail de recherche, surtout qu'il y a aujourd'hui Internet qui permet quand même d'avoir accès à beaucoup de connaissances. Mais au-delà de l'expertise, il y a une dimension politique. Je crois qu'il ne faut pas se le cacher. Si on veut avancer aussi dans nos pays sur toutes les questions de santé, d'éducation, d'emploi des jeunes, ça rejoint beaucoup des questions aussi de gouvernance et donc des questions qui sont profondément politiques également. Oui, la question de la transmission des connaissances, mais aussi de la réceptivité des connaissances par les pouvoirs publics. Tout à fait, mais j'évoque la question politique parce que la politique, ça les intéresse. Donc, pour qu'un acteur politique décide dans une direction, il a non seulement besoin d'être informé, de savoir ce qu'il faut faire, mais parfois, lorsque ce qu'il faut faire ne va pas nécessairement dans le sens de sa réélection, par exemple, vous voyez bien qu'il peut y avoir des conflits. Donc là, il y a aussi des changements dans l'organisation politique qui doivent, je pense, être poussés par les citoyens. Nous avons été très heureux de vous accueillir sur ce plateau, Monsieur Djiliaby. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes économiste et vous êtes également analyste politique. Vous êtes titulaire d'un doctorat en économie du développement. Comme vous étiez venu nous parler de votre 7e rapport sur comment améliorer les fonctionnements des systèmes de santé au bénéfice des populations. Nous vous souhaitons une bonne continuation. À bientôt. Merci à vous. À bientôt. Merci beaucoup. Nous allons continuer cette émission avec un consultant formateur en gouvernance territoriale et militant écologiste. Il vient de publier l'ouvrage intitulé « Et si on parlait de chef ?» Nous accueillons ce soir M. Amadou Sène. Bonsoir. Bonsoir, M. Niang. Bonsoir, M. Niang. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Le plaisir est pour partager. Comme on vient de le dire, vous publiez l'ouvrage qui s'intitule « Et si on parlait de chef ?» Vous dites que c'est un essai sur le leadership et sur l'écologie. C'est un peu ce qu'on appelle en littérature un apologue, c'est-à-dire un ouvrage qui est un peu une fable, qui fait parler les animaux, un peu comme on en connaît avec
avec nos traditions déjà africaines avant La Fontaine. Parce que ce que beaucoup ne savent pas, c'est que La Fontaine a juste traduit les fables d'Ésope, qui s'est inspiré étant africain lui-même de la tradition africaine. Donc c'est un peu un ouvrage aussi qui fait un peu, je ne sais pas, une petite satire, vous moquez un peu des politiciens, je dirais, un peu, un peu de leur manière de faire, un peu des élections, un peu une parodie, une parodie électorale en plein cœur d'Aloukagne. C'est un peu ça. Merci d'abord, Aline, pour cette invitation. Je dois dire en toute franchise que je rêvais un peu de ça depuis mon enfance. Je rêvais de venir dans une émission littéraire à la Sadakan, à la Aline Ndiaye, pour un peu échanger. Et je remercie beaucoup le bon Dieu, alhamdoulilah. Vous avez raison, nous avons en tant qu'acteur, oui, je suis acteur politique depuis le lycée, depuis le CEM, mais je suis aussi un amoureux de la littérature, des arts et des lettres. J'ai un peu joué, j'ai un peu taquiné la poésie, et après tant d'années de militantisme, je me suis arrêté un peu pour un peu extérioriser ce que je ressens, en regardant, en observant les politiques, les politiciens si vous voulez, en observant les citoyens aussi, les électeurs, qui ont des fois des comportements plus ou moins bizarres, et un peu en regardant tout ce qui se passe autour de nous. L'idée m'est venue parce qu'en fait, pour revenir sur la genèse, ce livre-ci devrait être le premier chapitre d'un livre que j'allais appeler altéroscopie. Et si on parlait de chef, mais j'allais faire une altéroscopie, c'est-à-dire j'allais interviewer 3 personnages que j'ai vraiment fréquentés, qui m'ont porté, qui m'ont supporté. Il s'agit d'abord de Mbaye Jacques Diop, à Rufisque où je suis né, où j'ai grandi, qui m'a encadré alors que j'étais même élève. Ensuite de Djibo Leïtika, qui après avoir créé mon parti en 2000, j'ai eu à le rencontrer dans le cadre du CPC, le cadre permanent de concertation de l'opposition, où il y avait Tanor, paix en leur âme, Dansokho, Moustapha Niasse, Madior Diouf et consorts. J'étais très jeune, donc je devais leur poser une question. En quoi, pour Djiboka, Senghor, Abdou Diouf et Wade sont de bons chefs? Il devait me répondre. Il était très enthousiaste à cette idée-là. Et Dansokho devait répondre à une autre question. En quoi Senghor, Abdou Diouf et Wade sont de mauvais chefs pour avoir été un opposant à ces 3 leaders-là. Et Mbaye Jacques, qui a traversé cette période post-indépendance du Sénégal, qui m'a marqué, devait aussi revenir sur ces questions. Mais la trame de fond, c'était le leadership. Et j'avais décidé, dans un chapitre préliminaire, de parler du leadership, mais dans la forêt de Cagne. Un moment, on était en 2007. 2008, ils étaient tous 3 malades. Ils sont à l'au-delà, paix en leur âme. Et j'avais finalement abandonné cette idée. Mais durant les longs moments de discussion qu'on partageait, j'ai pu accumuler beaucoup de connaissances au regard des questions. Par exemple, si je cite Djiboka, quand il a été informé par son ami journaliste Elhadji Labasow, qui porte le nom, dont son fils aîné porte le nom, il l'a informé, parce qu'on a fait un tour dans le pays, il l'a informé, il dit, ton ami Senya là, il veut écrire un livre sur le leadership. Et le matin, très tôt, j'entre dans sa voiture, il me dit, Senya, tu écris un livre? Je dis, oui, sur quoi? Je dis, sur le leadership. Mais je veux vous interroger, président. Il me dit, comment? Je lui dis, je vous ai une fois entendu dire qu'on ne commande pas les colonels, mais on commande avec les colonels. Il me dit, ça c'est vrai, mais ce n'est pas de moi, c'est de Senghor. Je lui ai dit, Senghor vous a appris beaucoup de bonnes choses, que vous connaissez, que vous pratiquez, mais qui ne sont lues nulle part. Je voudrais vous interroger,
pour qu'au moins que notre génération ou les générations futures puissent en profiter. Je peux citer beaucoup d'exemples de ce genre qui permettent de gérer des masses, des communes peut-être. Mais là, dans le livre, pour en revenir à l'ouvrage, là, vous campez le décor vraiment de Alloukagne et vous essayez au départ de nous expliquer qui était Kagne. C'est-à-dire que vous avez sorti, je pense, trois ou quatre versions de Kagne, de qui il était. Mais celle que vous avez retenue, c'était vraiment le militant écologiste et qui, à un moment donné, a disparu. Et que voilà, les animaux de la forêt se retrouvent sans leader. Et voilà, ils doivent élire un nouveau leader, un nouveau chef. Et voilà, c'est la campagne électorale dans la forêt. Et chacune des espèces essaye de tirer un peu voilà, la couverture sur elle. C'est ça, parce qu'au niveau des humains, le problème qui se pose, c'est que le véritable problème dans nos pays, c'est un problème de leadership, en fait. Ce n'est pas un problème de ressources naturelles, on en a à gogo. Ce n'est pas un problème de capital humain, on en a ici, sous nos cieux, en Afrique. Mais c'est un problème de leadership, c'est ma conviction. Et il fallait peut-être réfléchir ou bien inviter les gens, parce qu'avec ma modeste personne, je n'ai pas voulu être trop prétentieux. J'ai dit, et si on parlait de chef? On pose le problème. Et pour moi, un des problèmes fondamentaux que nous vivons aujourd'hui, c'est un problème de leadership. Comment on choisit nos leaders? Comment nos leaders doivent se comporter? Comment ils doivent décider? Quels sont les rapports qu'ils doivent avoir avec leur mandant? Comment on décide en période de crise? Quelle doit être la place de nos familles, de nos proches dans la gestion des affaires publiques? Autant de questions qui peuvent survenir. Et comment on doit gérer les ressources qui appartiennent à tous les deniers publics. Donc, c'est en cela... Vous avez parlé voilà, en français, on parle de partage léonien, mais chez nous, on dit c'est de l'ebouki. Oui. Comme le lion est noble, donc Bouki, c'est de l'ebouki pour parler... Dans le livre, vous voyez que Bouki a été un peu candidate. Mais ce que la forêt lui reproche, la faune, pour être plus précis, c'est que le lion qu'on a mis de côté, lui, il avait tendance souvent à prendre la part du lion, c'est-à-dire la grosse part. Et ce qu'on reproche à Bouki, c'est de prendre toutes les parts. Et cela est inacceptable dans la forêt. Et c'est pourquoi il n'a pas véritablement été suivi, malgré les assurances de son conseiller en communication, de son directeur de campagne, Luc Le Lièvre. Il y a beaucoup de Luc Le Lièvre dans ce monde-là qui véritablement... Qui l'a un peu trompé. C'est vrai qu'à travers l'ouvrage, on voit aussi, vous avez parlé tout à l'heure de poésie, on voit que vraiment vous aimez la poésie. Il y a beaucoup de chants, beaucoup de poèmes à travers l'ouvrage, mais on voit aussi que vous aimez, vous êtes un militant écologiste, vous aimez beaucoup les animaux, vous aimez tout ce qui est écologie, parce que vous citez beaucoup d'animaux. Il y a beaucoup d'animaux qu'on a découverts. J'ai compté parmi les oiseaux, vous avez cité, je pense, 60 espèces d'oiseaux. De A à Z. C'est de l'aigle au zizi. Exactement. C'est de A à Z. J'ai tenté autant que possible. Exactement. Et c'est le lieu pour moi de rendre hommage à mon ami Djiboka, qui, en faisant ses tournées souvent, m'appelait. On échangeait beaucoup sur les questions du pays, sur les questions du monde. Et j'en profitais aussi pour interroger les agents des eaux et forêts que je vois. J'ai été jusqu'à l'île aux oiseaux, de Pitenti à Parc de Djoudj. Des fois, je fais mes propres sorties. Parce que vous avez même parlé des oiseaux qui n'ont pas pu venir. Oui, qui n'ont pas pu venir parce que c'est des oiseaux qui ne volent pas. Pour des raisons diverses. Parce que déjà, ils ne volent pas, donc ils ne peuvent pas venir jusqu'à Alloukagne. Bien que j'ai vu des Mustangs à Alloukagne, alors je ne sais pas comment ils ont fait pour venir. Oui, tous les animaux, parce qu'il faut aussi rappeler que Alloukagne, pour moi, est un prétexte. Évidemment. Et je me suis permis d'y inviter presque tous les animaux, toutes les espèces. C'est un peu parce que c'est un problème mondial.
La question écologique, absolument. Elle n'est pas locale. Moi, il y a trois oiseaux que je n'ai pas lus et trois oiseaux que j'aime bien. D'abord, il y a l'albatros, vous qui aimez la littérature, l'albatros, dont a parlé un peu Baudelaire. Il y a le fou de bassin. Moi, j'aime bien le fou de bassin. Déjà, son nom, en plus, c'est un oiseau pêcheur qui est extraordinaire. Et il y a aussi le martinet à ventre blanc. C'est un oiseau qui peut rester 6 mois en l'air. 6 mois sans descendre une seule fois. Il peut voler pendant 200 jours consécutifs. Moi, ça, c'est... Pour être objectif, je viens de découvrir ça avec vous. Donc, c'est ça un peu l'intérêt du livre. Ça nous pousse à faire des recherches. Et je ne suis pas du tout exhaustif. J'ai juste suscité la curiosité, surtout au niveau des jeunes. Et celle qui a fait la préfacière, Waregana Seck, qui dirige Green Sénégal, elle a bien fait d'insister sur ça parce qu'elle a dit que ça peut être même utile aux élèves. Absolument. Et nous, quand on était élèves, il n'y avait pas Internet. Moi, je faisais le pied de grue chez certains amis. J'ai un vieux Ablaye Sarr, le père de mon ami d'enfance, Momodou Sarr. C'était un amoureux de la littérature. Il avait d'anciens livres qui nous permettaient de découvrir des mots. Et voilà, on essayait autant que possible d'aller voir des amis qui ont certains livres. Aujourd'hui, avec les smartphones, vous tapez, vous avez tout ce que vous voulez. Donc, les jeunes de... On dit en Wolof, Boufor Yombe, ce Guidjafé, c'est un peu ça, malheureusement. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, avant de poser ma première question, j'aurais quelques petites remarques sur la forme. Donc, comme Alioune l'a dit, dans ce qui semble être une tentative des animaux, en tout cas, d'élire un nouveau chef, vous analysez le rapport de l'être humain à l'environnement. Alors, je pense que, bon, déjà, on retrouve les mêmes personnages que dans nos contes africains traditionnels. Il y a Gaïndé le lion, Boukilienne, Luc le lièvre et tant d'autres. Et donc, comme on s'y attend, c'est normal dans un conte, ou en tout cas dans ce style d'écrit, d'attribuer des caractéristiques humaines à des animaux. Ce que j'ai trouvé par moments dérangeant, c'est que vous allez au-delà de l'anthropomorphisme classique, si je puis dire, mais vous attribuez aux animaux des comportements, des opinions qui n'ont de sens que dans le monde humain. Et je vais peut-être vous montrer un exemple. En page 88, quand vous citez justement les oiseaux et les motifs pour lesquels les oiseaux absents et les motifs pour lesquels ils ont dû être excusés, vous parlez de conflits diplomatiques, de non-respect des droits de l'homme au pays d'accueil, de présence d'un dictateur, de non-tenue d'élections régulières dans cet État, etc. Même chose en page 100, lorsque vous parlez des séminaristes, donc le fameux séminaire sur les loups, etc. Enfin, tout le mal qu'a fait l'homme aux animaux. Le séminaire des oiseaux. Voilà. Oui. Je vais vous lire. Les séminaristes n'ont pas manqué de fustiger la manière dont les humains brisent les chaînes alimentaires en éliminant de façon irresponsable certaines espèces pour la satisfaction inhumaine de leurs besoins et de leur instinct humain. Pareil, je ne pense pas que ce soit quelque chose qu'un oiseau aurait pu penser. Et quand vous dites... Non, mais c'est normal, c'est un apologue. Laisse-moi terminer. Quand vous dites inhumain, je trouve que c'est dérangeant aussi parce que c'est inhumain par rapport à l'idéal qu'a l'homme de ce que devrait être son rapport à la nature, c'est-à-dire un rapport dans l'harmonie, etc., dans le respect. Donc pas par rapport à la réalité telle qu'elle est perçue par les animaux. Parce que pour un animal, c'est normal, c'est humain de détruire l'environnement, puisque c'est ce que fait l'homme. Vous pensez que c'est normal pour les animaux ? Les animaux le perçoivent comme normal, puisque c'est ce qui est constaté, c'est ce que... En tout cas, si les animaux peuvent émettre des constats, je pense que leur constat serait que l'homme porte atteinte à la nature. Et donc, l'homme est la menace majeure à l'environnement. Donc, pour un animal, je pense que c'est ça qui est normal. Donc, c'est humain, ça fait partie pour lui de la nature humaine. Bon, je me mets à la place d'un animal, là. Donc, ça fait partie de la nature humaine de menacer l'environnement. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils veulent élire un chef capable de faire face à l'homme. Donc, ce qui est dérangeant pour moi, c'est que, en fait, vous transposez... je trouve que
comment dire, le rapport c'est pas très... J'ai trouvé que c'était pas précis, dans le sens où on ne distingue pas très bien où s'arrête le récit, le récit animalier, dans le monde animalier, et où est-ce que ça commence, où commence le récit de l'auteur. Donc, le message du militant politique, écologique. C'est ça. Je comprends un peu ce que vous dites. Voilà. Vous savez, c'est un exercice plus ou moins difficile. Parce que ce que j'ai voulu faire, c'est véritablement me mettre à la place des animaux et parler pour les animaux. Un peu fustigé, comme ce qui a été lu tout à l'heure. Ces comportements, oui, c'est des comportements humains, mais inhumains, parce que à la fois, je parle pour les animaux, mais je parle aux hommes aussi. Et c'est un peu... Est-ce que vous parlez pour les animaux? Oui, mais ce livre ne sera pas lu par les animaux. Ce livre ne sera pas lu par les animaux. Donc, pour taper sur la conscience des humains, je crois qu'il faut souligner ce qui est inhumain dans leur comportement. Oui, mais en fait, ce que moi, c'est qu'en fait, vous ne parlez pas pour les animaux. Vous faites parler les animaux pour vous, pour taper justement sur ces comportements humains et sur les politiques. C'est ça que je trouve un peu... comment dire Vous n'avez pas perçu la ligne de démarcation. Voilà. Totalement. Oui, mais bon, c'est un exercice assez difficile. Par moment, je dois l'avouer, et par mois, c'est une confusion de rôle. Mais j'ai tenté autant que possible par moment, ça peut arriver que le militant puisse parler et que voilà, parce que quand moi j'ai quitté avec mes amis rufisquois de base, Bloc africain des soldats de l'environnement, en 2001, pour marcher, parce qu'en 2000, j'ai assisté à la célébration de la Journée mondiale de l'environnement. S'il y avait beaucoup de bruit autour de cette question, on nous a montré une voiture qui roulait avec l'huile de tabanani. On était très enthousiastes. Ils ont planté des arbres et j'étais très content. Un mois après, je n'ai plus vu ces arbres-là. L'année suivante, en 2001, puisque nous avions un mouvement très dynamique, on nous a invités à participer réellement à la célébration de la Journée mondiale de l'environnement. Ma grande surprise a été de voir que le thème choisi, c'était éthique et ordures ménagères. J'ai dit, mais il n'y a aucun rapport. Même s'il y a un rapport quelque part, pour moi, nos ordures ménagères dans nos maisons, c'est vrai, il faut se débarrasser de ça, mais pour moi, utiliser l'éthique pour ça, ce n'était pas trop pertinent. Et nous avions décidé, avec mes amis, de taper sur les consciences en marchant de Rufisque à Saint-Louis. Et c'est le lieu aussi de rendre hommage à Feu Golbert Diagne, qui nous a véritablement bien accueillis en bon Saint-Louisien. Et en marchant, on a découvert beaucoup de bonnes choses sur le comportement du citoyen. Le Sénégalais lambda, c'est un homme bien. Mais ce qu'on a le plus remarqué, c'est les oiseaux qu'on rencontrait morts sur la route. C'est les animaux qu'on rencontrait sur les bords de la route nationale. Et cela nous avait beaucoup choqués. On a autant que possible tenté de sensibiliser les populations sur 250 km. Et depuis ce temps, on n'a jamais cessé d'avoir ce penchant de militants écologistes. Et c'est pourquoi vous avez raison, par moment, on peut faire un petit glissement et parler comme alors, j'aimerais revenir sur le chapitre 6, la propagande de Luc Lelièvre. Donc, dans cette partie, vous donnez l'exemple, vous parlez de 3 animaux qui sont un peu en marge de la société faunique, si je puis dire. Il y a Mbam, l'âne, Khak le chien et Golo le singe, qui sont 3 personnages différents, mais qui... Enfin, j'ai trouvé que c'était intéressant. Il y a Mbam, l'âne, qui est apolitique et qui considère que tout ce dont il a besoin, la nature le lui a donné. Donc, c'est un animal résilient qui est solide et qui ne se laisse pas... qui n'est pas impliqué, qui ne se sent pas concerné. Oui, voilà. Et puis, il y a le chien, le militant gênant,
fumiste de la scène politique. Oui, parce qu'il ne devrait pas être dans la forêt. Hein. Déjà, le chien, là aussi. Oui, mais... Oui, d'ailleurs, et qui est un peu, on va dire, dans la marge. Ouais. Qui est les licarons, les oui, voilà. Il est trop proche de l'homme. Je l'ai choisi sciemment parce qu'il est proche de l'homme. Et malgré sa présence dans la forêt, il n'est pas bien perçu par les personne ne lui fait confiance. Et puis, il y a Golo le singe. Celui-là en particulier m'interpelle. Les singes, vous dites, les singes ne veulent pas être mêlés aux histoires des partis et aux problèmes des politiciens. Ils sont apolitiques. Et vous les décrivez comme étant des artistes. Pour eux, être présent dans un pays et être témoin d'une élection ne signifiait pas forcément s'engager, avoir des fans et investir dans la construction d'infrastructures et de production culturelle, etc. En gros, est-ce que c'est un message aux artistes de ce pays? Oui, je fais un clin d'œil à tout le monde parce que nous sommes tous interpellés. Et Golo le singe ici, au-delà de la réponse qu'il a adressée à Darwin, je peux y revenir, mais il a cette tendance, comme certains artistes, certains qui prônent l'art pour l'art, au vrai sens du terme. Pour moi, je leur fais un clin d'œil. Ils ont une certaine responsabilité. Heureusement que un peu plus tard, Youssou N'Dour a dit « Fekké Mossi Bolé ». J'ai beaucoup aimé parce que j'ai dit voilà quelqu'un qui n'a pas encore lu le livre, mais qui m'a peut-être compris et qui s'est engagé. Et je salue actuellement l'engagement de tous les artistes dans ce qui touche aujourd'hui le monde, ce qui touche le pays. Pour moi, l'art pour l'art, c'est bien, mais quand on est dans un pays, il faut aussi s'engager. Ce n'est pas le cas pour Golo, qui préfère respecter ses engagements. Mais pendant la pandémie, toutes les manifestations sont interdites partout et tout le temps. Donc, et c'est pourquoi nous devons tous savoir que c'est l'humain qui doit être au centre de toutes nos actions. Vous parlez de la pandémie, mais c'est vrai que vous avez été un peu, je ne sais pas, prémonitoire. Vous avez parlé un peu d'une atmosphère qui rappelle une atmosphère de confinement à la page 40. vous avez dit un peu que Kakatar le caméléon décida dans cette ambiance morose et cette atmosphère triste et mélancolique, dans ce silence bruissant, de proposer ses services à la communauté pour l'aider à retrouver la quiétude et la paix, sans lequel point de vie, point de cérémonie, point de cérémonie culturelle et cultuelle, point de fête familiale, point de pratique religieuse, point d'entreprise, point de business, point d'investissement, point de gamou, point de magal, point de daïra, point de mbapat, point d'émission, point de navetan. Bon, c'est vraiment ça, c'est le confinement total. Ouais. Bon, mais point d'émission, on aura quand même des émissions. sinon, mais des émissions avec un bémol parce que je n'ai pas vu les étudiants de MSUP. Voilà, donc c'est un peu ça. Il peut y avoir des situations où nous devons tous nous arrêter. Et sincèrement, quand j'écrivais ça entre 2010, 2009, 2010 et 2011, je ne pensais pas qu'on allait vivre cette situation aujourd'hui. Mais j'étais conscient qu'il y a eu par moments des guerres, et des génocides où les gens étaient totalement confinés, personne ne sortait, parce qu'ils ne sont pas en paix. Et moi, j'ai un guide religieux, c'est Cheikh Thioro, qui m'a envoyé hier nuit un poème en arabe pour demander au Khalife général de prier et de demander, d'implorer le bon Dieu de nous aider à sortir de cette crise. Il me dit souvent, partout où tu vas, parle de la pacification de l'espace public. Cela me semble très, très important. D'ailleurs, l'islam, sa signification, c'est la paix. Okay. Donc, sans la paix, rien ne peut être fait. C'est ce que j'ai voulu faire ressortir. Et sans la paix, on ne peut pas évoluer. Absolument. Et je crois que nous devons tous contribuer à asseoir un climat de paix partout et tout le temps, pour, quelles que soient nos motivations par ailleurs. Ouais. Bonjour, monsieur Amadou Senya. Bonjour. Vous avez intitulé votre ouvrage « Et si on parlait de chef ?» Mais il y a quelque chose qui ressemble à un sous-titre. Vous avez parlé d'essai sur le leadership et l'écologie. Cet ouvrage vacille entre l'essai, le conte et ce qu'Alou Ndiaye a appelé apologue. Essai, ça vous donne la possibilité d'être dans une démarche, on va dire, dans une posture subjective, de dire ce que vous pensez, d'être même partisan. C'est ce qui explique cette dimension essayiste, quoi. Ensuite, fable avec la mise en scène d'animaux,
à la place des êtres humains pour véhiculer un certain nombre de messages. On comprend l'exercice. Il y a donc une certaine subtilité de la démarche, une originalité de la démarche qu'on doit comprendre. Et donc dire que cet ouvrage est un prétexte pour parler de leadership, qu'est-ce que doit être le chef en démocratie dans nos sociétés, mais aussi quel type de comportement nous devons avoir par rapport à notre environnement, notre écosystème. C'est ça la Libye. Sauf que vous n'attaquez pas les choses de face, vous utilisez les animaux pour le dire. On peut le comprendre. À Lopkagne, c'est le Sénégal. Les lions, les carcatas, etc., mousse, tout ça, c'est des personnages politiques. Et on comprend de le dire. Il y a une subtilité. Et vous n'inventez d'ailleurs rien. Il y a un ouvrage, je ne sais pas si vous connaissez, de George Orwell, La ferme des animaux. Si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille de le lire. Il fait exactement la même chose. Les animaux se lèvent un jour. C'est l'un des 100 000 romans anglais. Les animaux se lèvent un jour avec le cochon en chef de file. Et ils disent, écoutez, l'homme est le seul animal qui ne donne pas de lait, qui ne produit rien dans le monde et qui est arrivé à servir tout le monde, à les inscrire dans une certaine forme de servitude volontaire. Les animaux, les citoyens, tout le monde. Et les animaux décident de se révolter, de chasser les hommes et de s'affirmer pour prendre le pouvoir. Et donc c'est un roman très intéressant intitulé La ferme des animaux. Et je pense que ça rentre. Mais toujours derrière la ferme des animaux, derrière, si on parlait de chef, le fait d'utiliser les animaux, c'est une manière très subtile, encore une fois, de dénoncer un certain nombre de choses, de dire des choses qu'il faut faire, de revenir sur la mystique qu'on pourrait appeler du leadership. Qu'est-ce qu'un leadership? Qu'est-ce qu'un chef? Et si on parlait de chef, vous voulez parler de chef pour nous dire peut-être qu'est-ce que devrait être un chef? Qui devrait incarner le leadership? Sauf qu'il faut préciser. Parce que quand vous dites chef, on a l'impression que vous limitez au domaine politique. Dans beaucoup de domaines, on peut parler de chef. Sur le plan sportif. Dans le domaine, on parle de cuisine, gastronomie, les chefs, top chefs et autres là. Les militaires. Il n'y a pas un seul domaine où l'on ne peut pas parler de chef. Chef de département, chef de ceci, chef de cela. Partout où des hommes se réunissent, partout où il y a des logiques de pouvoir, il y a la nécessité qu'il y ait une autorité qui s'affirme, qu'il y ait un pouvoir, qu'il y ait un charisme, qu'il y ait de l'influence, qu'il y ait la légitimité. Tout cela renvoie à ce leadership qu'on peut opposer au losership. Losership. Mais attention, et c'est là ma question. Parce que chaque fois qu'on parle de leadership, on pense aux personnes et non au rôle qu'on doit incarner. Parce que dès qu'on dit le leadership, on pense plus aux leaders, aux gens, aux individualités plutôt que de penser au rôle. Et c'est responsabilités. Les responsabilités qu'on incarne. Le processus décisionnel. Oui, allez-y. C'est vrai, vous avez parfaitement raison. Dieu a fait que très tôt, j'ai embrassé le métier de formateur. Et j'avais comme mission en 2001 déjà de participer à un vaste programme de sensibilisation des femmes politiques, pour un peu booster le leadership au niveau local, le leadership féminin, en me basant sur les questions et l'approche genre. Et cela nous a permis justement de savoir, comme vous dites, que c'est moins la personne qui importe, mais ce qu'elle fait. Mais attention. Comment elle conçoit sa mission, comment elle doit se comporter avec ses collaborateurs, comment, dans un contexte donné, le leader doit justement se comporter. Quelles sont les différentes étapes à suivre pour prendre une décision, etc. C'est un peu ça. C'est intéressant ce que vous dites, parce que vous parlez de formation. Et donc, tout de suite, une question. Le leader, est-ce que c'est quelque chose, être leader, c'est quelque chose d'inné? On est, et on se rend compte que quelqu'un incarne un leadership, il a une posture qui colle à la fonction. Ou est-ce que vous pensez que le leadership, c'est quelque chose qui se fabrique? C'est pourquoi, d'ailleurs, les lions se sont innés ou fabriqués. Oui, parce que c'est un peu ça, ça renvoie un peu ça. Les lions pensent que les lions sont les chefs historiques de cette forêt. Ils pensent que c'est inné, ils pensent que c'est avec le sang. Certains le pensent au niveau des humains. Et moi, je suis de ceux qui pensent que ce n'est pas inné. On peut avoir des prédispositions. On peut avoir, vous voyez, des enfants de moins de 5 ans, moins de 10 ans. Ils sont ensemble, mais
le leader... Il y a toujours un leader naturel. Voilà, il émerge parce qu'il a les prédispositions. Absolument. Mais ça s'apprend aussi. Et je crois que, malheureusement, dans notre système de formation, et c'est pourquoi je renvoie souvent mes amis, les participants à mes formations, à un peu interroger les écrits de nos leaders, surtout religieux. C'est de grands leaders qui ont véritablement écrit pour chaque situation, pour chaque contexte, comment on doit se comporter. Donc le leadership, ça s'apprend. Une fois, j'ai posé la question à Serigne Cheikh Thioro Bassirou Mbacké, que je salue au passage. Je lui dis, mais Marabout, moi je veux savoir comment vous faites pour nous faire ce que vous voulez faire. Ce que vous voulez que nous fassions. Et la question que je vous pose, je ne veux pas une réponse bâtiment, quoi. Je veux une réponse zaire. Après, il me dit, oui, je donne un exemple. Quand vous parlez de façon très basse. Et vous obligez votre interlocuteur à vous écouter. À vous écouter. Donc, il y a une certaine ascendance sur celui qui écoute. C'est des outils. Et il me dit, oui, effectivement, on nous forme. Oui. On nous forme, on nous prépare, on nous formate à être leader. Et à pousser les gens avec qui nous sommes à faire ce que nous voulons qu'ils fassent, mais dans le droit chemin. Donc, c'est vrai qu'il y a des aptitudes, il y a des prédispositions. L'inné à sa part, mais en grande partie, c'est une question de formation. Et donc, arriver à un leadership, c'est arriver à faire agir, à pousser les gens à agir, à vous écouter. Ce qui fait que dans des situations de guerre, quelquefois, on s'attend à avoir un leadership qui puisse s'incarner, peut-être pas à travers une personne, mais à travers peut-être un gouvernement, etc., qui puisse s'affirmer. Tout ça, on est d'accord. Deuxième thématique que vous développez à côté du leadership et que vous rapprochez au leadership, c'est l'écologie. Vous parlez d'écologie. Et je pense que c'est un thème central. Pourquoi? Parce que nous vivons, tout à l'heure vous avez dit, il y a quelque chose de fondamental, l'humain. Et c'est là où je ne suis pas d'accord. Parce qu'actuellement, j'entends beaucoup de gens discourir sur l'humain. Moi, je dirais c'est le vivant. Le vivant. Il y a une nuance. Notre problème aujourd'hui dans le monde écologique, c'est comment l'être humain a destitué, a posé des problèmes aux vivants, aux êtres vivants de manière générale. Regardez nos environnements, notre environnement, notre exosystème, les sous-sols qu'on a tués, le sol qu'on a tué, l'eau qu'on a polluée, l'atmosphère qu'on a polluée. Aujourd'hui, et c'est bien, je pense que cet ouvrage c'est un premier pas. Il faut aller beaucoup plus loin. Pour moi, les questions qui vont se poser dans les années à venir et qui se posent déjà, et qui se posent à nos pays, c'est les problèmes liés à l'environnement. L'environnement, l'écologie, la gestion de l'eau, la nature, notre rapport aux animaux, aux autres espèces, à la nature. Et tout cela, si nous ne gérons pas cela en ayant une autre conception du développement, une autre conception de la politique et même des politiques publiques, on risque de perdre quand même cette bataille. On va terminer avec ça. J'ai juste voulu qu'on s'interroge sur nos rapports en tant qu'humains avec la nature. Et cela est tellement cuisant, fondamental, qu'il faut qu'on s'arrête un peu. C'est pourquoi je dis, et si on parlait de chef? Et pour justement pousser, au-delà de la question du leadership, à nous interroger sur nos rapports avec la nature. Combien de forêts sont détruites par jour? Je consultais tout à l'heure la carte mondiale des feux de brousse, des feux de forêt, des incendies. Nous sommes à près de 53 740 feux. Parce que c'est des satellites qui prennent des photos partout dans le monde. Et cela pose problème. Combien d'animaux, combien d'espèces animales et végétales disparaissent à travers. Et cela dérange l'écosystème. Cela dérange un peu. Et je reviens sur ça. Est-ce que parfois on ne se trompe pas un peu d'approche? Est-ce que l'homme ne fait pas partie de l'écosystème global? Si. Est-ce que l'homme n'est pas un prédateur, comme vous l'avez dit? C'est le premier des prédateurs. Mais l'exemple des loups qu'on avait enlevé dans la forêt de il y a d'autres prédateurs. Le loup, on l'enlève de l'écosystème et voilà, on dérange complètement l'écosystème. Les élans se reproduisent et après qui
l'homme est le problème. Le problème numéro un, c'est l'homme. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que l'homme n'est pas partie intégrante de cet écosystème et que nous avons notre part à jouer pour que vraiment pour stabiliser? Est-ce que l'homme n'est pas un stabilisateur? Non, le problème, je pense que c'est un problème de l'évolution, on va dire, de notre monde, de l'humanité, des êtres vivants, etc. Le problème numéro un, c'est l'humain. C'est un problème. Parce que l'humain a détérioré tout en s'attaquant à la nature, etc. On peut consommer, on peut changer, on devrait changer nos modes de consommation. Parce que nous sommes équilibrés. De façon équilibrée. On va lui donner le mot de la fin parce qu'on est juste à la fin de cet entretien. C'est ça. Juste dire que c'est un début parce que j'envisage de continuer. Vous avez mis à suivre. À suivre, oui. Et ça fait longtemps que... Oui. Et j'ai déjà commencé, je vais bientôt finir le second. Et c'est toujours dans le même contexte. Je ne quitte pas la forêt à l'Opcagne. Je vais, dans le second, peut-être parler d'une troisième thématique, c'est la thématique du genre. Parce que Namla, la reine des fourmis, sera la candidate de la petite faune. Et je vais parler de genre pour taquiner un peu les féministes. Là aussi, il y avait le genre, parce que Pelipeng, l'éléphante, à la fin, elle était vraiment... Mais elle était plus la candidate de la grande faune que la candidate des femmes, des femmes femelles, quoi. En tout cas, nous avons été... Pour elle, la petite faune ne l'a pas suivi. Nous avons été très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes consultant formateur en gouvernance territoriale et homme politique. Vous avez publié l'ouvrage qui s'appelle « Et si on parlait de chef ?» que nous recommandons à tout le monde. Nous avons été très heureux de vous accueillir sur ce plateau, M. Amadou Seignan. Merci bonne beaucoup. Continuation. Merci. Merci beaucoup. Nous allons terminer cette émission avec un producteur audiovisuel, réalisateur et rappeur. Il est l'une des figures prépondérantes du hip-hop Galsen. Il vient nous présenter ce soir son tout nouveau clip dédié au Covid-19. Nous recevons MASS. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa MASS. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Comme je viens de dire, vous êtes multicasquette, hein, producteur, réalisateur, rappeur. Vous êtes quelqu'un, moi qui m'impressionne quand même, parce que peut-être qu'on partage parfois un peu le même milieu, mais vous êtes quelqu'un vous avez le sens de l'audiovisuel. Et c'est un don, parce que c'est des choses parfois qui ne s'apprennent pas, mais vous avez le sens de l'audiovisuel. Et parfois j'en parle avec des gens, mais parfois c'est difficile à comprendre. Ça vient, comment vous avez senti à un moment donné que vous avez ce don-là? En fait, je remercie d'abord pour l'invitation. Ce n'est pas pour la première fois que je viens sur votre plateau. Oui, c'est vrai. Et pour répondre à la question, j'ai grandi avec ça. Bon, je dirais que mon père nous a beaucoup influencés. Donc nous avons grandi avec des livres. Nous avons grandi avec des bandes dessinées. Donc Spider-Man, Strange, on les connaissait sans comprendre les histoires, n'est-ce pas? Donc Express, les magazines et autres. Et après, il y a eu une de mes grandes sœurs qui était à l'école Mariamaba, Néné. Elle est maintenant en France, elle travaille dans la banque d'investissement. Quand elle revenait, elle venait avec des hockey. Donc, nous avons vécu un peu dans ça. Et on était à Djurbel. Et même aussi, quand on faisait le collège, il y avait des amis qui avaient des VSS, tu vois. Et j'ai commencé à dessiner très tôt. Je me rappelle, en CM1, j'avais pris le premier prix du dessin national sur l'intégration africaine, n'est-ce pas? Et en 2000 aussi, j'avais un prix d'une ONG, je ne me rappelle plus du nom, sur le scénario. Il y avait un scénario que j'avais écrit. Et c'était Fanta Nafi Nakro, une Burkinabé, qui avait réalisé le court-métrage à l'époque. Bon, à l'époque, j'avais 20 ans. Donc, c'est depuis le bas âge, donc, on faisait des histoires. Et la bande dessinée qu'il connaît, c'est comme le découpage dans les films maintenant. Donc, tu as le sens un peu du storyboard. Et avec, comment dirais-je, là où tu fais découvrir les scènes,
Vraiment, c'est quelque chose que tu acquiers comme ça. Mais c'est en grandissant, et aussi les bibliothèques, les contes, comment dire, les mythologies grecques, incas. Donc nous avons grandi avec ça et c'est tout ça qui fait que, bon, à un moment donné, RTS aussi a joué un rôle parce que nous adorions regarder Disney à l'époque. C'était une telle télévision et c'était les samedis soirs où ça passait, donc les aventures de Mickey. Donc ça nous inspirait et nous avons voulu faire de l'animation et je pense que c'est un peu tout ça qui fait que, bon, on se retrouve un peu ensemble. Là, on comprend mieux le personnage, mais qu'est-ce qui vous a fait basculer dans le rap? Le rap, c'est venu naturellement. Je pense que ma sœur, elle venait avec des textes de chansons. À l'époque, c'était dans les hockey, avec les, comment dirais-je, les boys bands. C'était leur âge. Mais je me rappelle une publicité célèbre de Coca-Cola, tu vois. Et en lisant le texte, je m'exerçais aussi à écrire. Et quand j'ai commencé avec le rap, j'étais au lycée. Il y avait un groupe qui était là-bas, mais j'écrivais et je leur donnais. Et une fois, je me suis retrouvé au studio et j'ai commencé à poser et c'était ce qu'on appelle du toast avec Sabarang et autres. Je faisais donc la voix un peu rock. Et quand j'ai commencé à le faire, ils m'ont dit il faut que tu sois dans le groupe. C'est comme ça que je suis tombé dedans, quoi. Comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui vous venez nous présenter votre nouveau clip qui vraiment, vous avez fait une réaction, on dirait opportuniste dans le bon sens, du terme. Vous nous présentez un clip magnifique qui est un peu une dystopie, hein. Ça veut dire que c'est vraiment une version apocalyptique de ce que serait peut-être un monde after Covid-19. On espère qu'on n'en arrivera pas là, Inch'Allah. Voilà. Ça restera une dystopie, quoi. Voilà, un clip qu'on va tout de suite voir avec nos téléspectateurs, avec Khady, dès que c'est prêt. MASS OLBA